Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Hello Jean. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Science en question. Aujourd'hui, nous mettons les femmes à l'honneur. Pourquoi sont-elles si peu nombreuses en sciences? Quelles sont les disciplines les plus concernées? Et surtout, comment rendre la recherche scientifique plus mixte et égalitaire? Grâce à nos invités, vous allez découvrir une initiative originale. Elle met la lumière sur des femmes scientifiques passionnées et passionnantes. C'est parti! Figurez-vous qu'un peu moins de 30% des chercheurs en France sont des femmes. Lorsqu'on élargit aux professions de soutien à la recherche, elles sont encore en minorité puisqu'elles ne représentent que 40% des effectifs. Pourtant, elles sont plus nombreuses que les hommes à être diplômées de l'enseignement supérieur. Bien entendu, ces chiffres varient entre les disciplines scientifiques. Par exemple, les femmes sont plus nombreuses dans les domaines de la santé, de la chimie et des sciences humaines et sociales. Mais elles sont sous-représentées encore en mathématiques, en physique ou bien dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Ces disparités se manifestent très tôt, dès la sortie du lycée, et elles s'accentuent dans le monde professionnel. Et oui, plus on monte les échelons, moins elles sont présentes dans les postes à responsabilité. Pourtant, la société a besoin de tous les talents pour relever les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Dans cette émission, nous avons décidé de donner la parole à des femmes inspirantes et passionnées par leur métier. Nous avons le plaisir de recevoir Laurence Piketty. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Merci. Vous êtes administratrice générale adjointe au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. La place des femmes en sciences, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Pour quelles raisons ? Eh bien, je pense qu'il est important d'avoir une diversité dans les entreprises. Cette diversité, elle passe bien sûr par la mixité. Je pense aussi qu'il est important que les jeunes femmes et les femmes se positionnent dans les métiers scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux majeurs pour le futur, que ce soit sur le climat, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour la médecine du futur, pour le numérique. C'est vraiment important que les femmes s'investissent dans ces métiers et qu'elles voient la finalité que ça peut avoir pour leur avenir à elles aussi. Oui, d'ailleurs, on va le développer dans le reste de l'émission. Vous-même, vous avez fait des études de sciences. Vous êtes passé par quel cursus ? Donc moi, je suis ingénieure chimiste et puis ensuite, j'ai fait un doctorat en physique des matériaux et j'ai travaillé pour une navette spatiale qui, à l'époque, était la navette spatiale européenne. Alors, en février 2023, le CEA a lancé une série de podcasts inédits appelée La cerise dans le labo. Au programme, 13 portraits de femmes scientifiques réalisés par Sybille Bulou. Toutes travaillent ou ont fait une partie de leur carrière au CEA. Et une bande dessinée a été tirée de ces podcasts. D'ailleurs, on a un exemplaire de la première de couverture. Quel est l'objectif de ce projet derrière ? C'est de créer des vocations, d'inspirer ? Eh bien, tout à fait. En fait, on a plusieurs mesures pour attirer les jeunes femmes dans les métiers scientifiques. Je pense que c'est un des vecteurs importants. Il faut qu'on communique de façon moderne, qui puisse être attractif pour les jeunes générations et en particulier pour les jeunes filles. Donc, je crois beaucoup à l'idée d'un modèle, mais il faut aussi que ce soit des modèles atteignables, accessibles. Et je pense que cette BD, elle permet de montrer que finalement, il y a tellement de domaines scientifiques qui peuvent intéresser à la fois les jeunes hommes, mais aussi les jeunes filles, et donc des modèles de femmes scientifiques dans tous les domaines, puisque vous le verrez dans la BD, il y a de la médecine, de l'astrophysique, tout ce qui concerne le climat, les sismes, enfin voilà, beaucoup de choses. Et je pense que voilà, ça peut être un vecteur pour attirer les jeunes femmes dans ces métiers scientifiques et leur montrer que les sciences, c'est pas seulement les maths, la physique, c'est aussi travailler sur les étoiles, travailler pour améliorer le climat, enfin voilà. Et donc ça a vraiment de la valeur, c'est le sens de ce que font les scientifiques. Bon, alors vous nous mettez un peu l'eau à la bouche, on va le découvrir. Mais vous le savez, dans cette émission, on aime bien questionner le public. Et quand on parle des femmes et des sciences, on entend souvent des idées reçues ou des stéréotypes de genre. On a donc demandé aux gens leur avis sur le sujet. Écoutez-les. Enfin, il y a plus d'hommes en sciences que de femmes déjà, ça c'est vrai. Mais après, il y a des gens qui essaient un peu d'expliquer ça par des soi-disant théories biologiques ou quoi. On pense souvent que les femmes n'ont pas l'esprit assez logique
cartésien pour pouvoir se mêler des sciences. Les femmes sont littéraires et les hommes scientifiques. C'est une habitude de penser, rien de plus. Je pense que c'est des idées reçues qui ont encore un peu la vie dure et ce serait bien que ça change. Il y a des exemples contemporains et même dans l'histoire. Ça change, mais on voit les écoles d'ingénieurs, il y a quand même plus d'hommes que de femmes, sauf à l'agro. C'est dommage parce que souvent elles sont plus intuitives aussi. Moi je suis assez nul en maths. Il y a beaucoup de mouvements féministes pour l'écologie ou de femmes qui sont préoccupées de ça et que peut-être que si justement il y avait plus de femmes en sciences, on ferait plus de recherches aussi sur des sujets qui comptent, aussi sur d'autres sujets pour la médecine, le fait qu'il y ait une telle méconnaissance de certaines maladies qui sont entièrement féminines, c'est sûrement lié aussi au fait qu'il y a beaucoup plus de chercheurs en médecine hommes et donc ils sont plus intéressés à des maladies comme les maladies de la prostate qui concernent les hommes plutôt qu'à des questions d'endométriose. Et parfois dans ce milieu de la recherche, etc., il peut y avoir des luttes un peu de pouvoir, des choses mal placées qui se mettent pas du tout au service de la recherche et des avancées. Moi, je crois vraiment que la femme a moins cet enjeu de place et de pouvoir et que parfois ça pourrait être peut-être un peu bénéfique, un peu plus d'équilibre. Il y a de plus en plus de secteurs où il y a des femmes à des postes importants. Et j'ajoute que quand les femmes sont à des postes importants, elles se conduisent souvent comme des hommes. Laurence, vous occupez un poste à responsabilité actuellement au CEA. Qu'est-ce que vous répondez à ce monsieur ? Je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Je ne crois pas. Je crois que, bien sûr, on peut toujours... là, il fait une généralité, mais on peut toujours trouver des exemples, bien sûr, qui vont dans le sens du monsieur. Je pense que ce n'est pas la majorité. Je crois que, justement, l'intérêt de cette mixité, surtout dans les postes à responsabilité, c'est justement des points de vue différents, une façon de penser différente et qui permet d'enrichir l'entreprise et d'apporter finalement, ça a été dit dans le micro-trottoir, en fait, ça permet d'avoir différents points de vue. On n'a pas forcément la même sensibilité, on n'a pas forcément la même façon d'analyser les choses. Et justement, je pense que l'entre-soi ne permet pas d'innover et c'est le fait d'être diverses qui va nous permettre de faire des innovations majeures. Je le pense fondamentalement. C'est une complémentarité et une force. Exactement. Je pense que c'est vraiment cette complémentarité qui va faire qu'on va réussir justement à davantage innover. Et en sciences en particulier, c'est vraiment un vecteur de progrès énorme. Et donc, je ne crois pas... je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de femmes... je n'ai pas connu, moi, personnellement, de femmes à des postes haut placés qui se comportaient comme des hommes. D'ailleurs, il n'y a pas forcément un seul type de management ou de manager. Donc, voilà. On voit que les gens ont conscience des stéréotypes et pourtant il y a toujours moins de femmes en sciences, notamment en maths et en informatique. Pour vous, à quoi c'est dû ? Alors, en fait, je pense que les stéréotypes restent de toute façon ancrés. Ça a été dit, pour faire bouger les choses, il faut quand même vraiment des impulsions très fortes. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Là, en fait, ce qu'il nous faut faire, nous scientifiques, et donc c'est un des objectifs de la BD, c'est aussi... Dès le collège, finalement, même dès avant le collège, mais disons dès le collège, faire connaître nos métiers, des métiers scientifiques, comme je le disais, avec une finalité et non pas sur la matière scientifique elle-même, pour que les jeunes filles se découvrent des vocations et parce que, quelque part, les stéréotypes sont tellement ancrés, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, que finalement... on se met des freins nous-mêmes. Les jeunes femmes se mettent aussi des freins elles-mêmes. Elles disent non, ça ne va pas être pour moi, c'est trop difficile. Et non, je pense que justement, il faut les aider à trouver leur voie et leur montrer finalement tout ce qui peut être fait de très beau en sciences, mais il faut s'y prendre assez tôt, effectivement. Et je pense que c'est vraiment fondamental. Donc, je dis souvent qu'il y a 5000 ans, les femmes ont laissé l'écriture aux hommes, et ça leur a permis de prendre le pouvoir. On a maintenant l'intelligence artificielle, par exemple, et c'est important. C'est vraiment ce qui va construire notre avenir. On le voit, on en parle beaucoup actuellement de l'intelligence artificielle. Il faut que les femmes s'impliquent dans le développement de l'intelligence artificielle pour la même raison. On va en reparler. Alors, sur le sujet, on voulait avoir le point de vue d'une sociologue.
Donc Lorraine, tu as contacté Marianne Blanchard, qui est sociologue à l'Université de Toulouse. Et quand on parle des stéréotypes de genre, finalement, la difficulté, ce qu'on repère, c'est qu'ils s'insinuent partout. Oui, on les croise aussi bien à l'école que dans les médias, dans sa famille, avec ses amis ou même dans les activités culturelles. Résultat, c'est ce que vous disiez, inconsciemment, on est tous conditionnés aux stéréotypes de genre. Et les jeunes enfants qui intègrent ces représentations dès le plus jeune âge s'orientent petit à petit selon leur genre, selon ce qu'on attend d'eux, avec une période charnière en primaire et au collège où les goûts s'affirment. C'est aussi pour cela, c'est aussi à cause des stéréotypes qu'on a moins d'hommes dans les métiers du soin, par exemple. Et pour aller même encore plus loin, pour les filières donc informatiques, maths, ingénieurs, qui sont accessoirement les plus rémunératrices aussi, en fait, on retrouve majoritairement de jeunes hommes blancs issus de classes bourgeoises. Laurence, vous avez pris conscience très tôt finalement que vous n'alliez pas avoir les mêmes choix en termes de métier. Je crois que... Oui, en fait, moi, j'ai identifié ça assez tôt puisque j'aimais plutôt les matières scientifiques. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le reportage que vous avez fait qui dit que les filles aiment plutôt la littérature, je crois, plutôt que... Voilà. En fait, non, moi, j'aimais beaucoup les matières scientifiques. Et assez jeune, en fait, j'avais dit à mes parents que je voulais travailler sur une plateforme pétrolière. Et là, mon père, qui lui-même était marin, donc voilà, il n'y a pas de mystère non plus dans mes choix, finalement, mais... il m'a dit, mais tu ne crois pas que ce serait mieux si tu te dirigeais vers un métier de prof de maths? Ce que je trouve très beau métier, prof de maths. Mais néanmoins, alors, et puis après réflexion, c'est vrai que travailler sur une plateforme pétrolière, c'est difficile pour un homme ou pour une femme. Donc, OK. Seulement, ça m'a fait prendre conscience que finalement, je n'aurais pas la même liberté qu'un homme pour choisir le métier que je voudrais faire dans le futur. Et donc... je me suis dit aussi en même temps que ce n'était pas pour autant rédhibitoire et que voilà, j'allais essayer de faire ce qui me plaisait de façon complètement libre. Je ferais les études que je voulais et j'aurais les métiers que je voudrais faire dans le futur, notamment des métiers de management, parce que c'était ça qui m'attirait aussi, au-delà de la science, de faire du management dans le domaine scientifique. La sous-représentation des femmes en sciences n'est pas sans conséquences pour la société. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA en particulier souffre du manque de mixité ? Oui, parce que en fait, dans l'écriture, le développement des programmes, il y a forcément un biais de genre, puisque ceux qui rédigent, ceux qui vont coder, vont développer les programmes, ils le feront par rapport à leur propre stéréotypes déjà, ou leur propre vision. Et donc, ce sera forcément biaisé. Et je crois que d'ailleurs, ça existe déjà, puisqu'il y a des IA qui regardent, par exemple, lors du recrutement, qui testent les CV qui sont reçus de façon automatique. Et il y a forcément un biais de choix qui est fait parce que le codage a été fait par quelqu'un qui a forcément une vision des choses qui est la sienne, et donc qui n'est pas plurielle, en fait. Et donc, je pense que c'est pour ça que la diversité, et vous le disiez aussi tout à l'heure, ça va au-delà de la mixité, la diversité. C'est que si on veut une société qui soit enrichie du point de vue de chacun, il faut davantage de mixité en particulier, mais de diversité de façon plus générale. Et alors c'est vrai pour l'intelligence artificielle, mais aussi pour la santé. Là, une jeune fille dans le micro-trottoir qui l'évoquait, le fait que la recherche soit menée par les hommes oriente forcément peut-être les résultats qu'on trouve. Mais tout à fait. Alors, c'est de moins en moins vrai en médecine, puisqu'il y a, comme vous l'avez dit au début, il y a de nombreuses femmes, une majorité de jeunes femmes qui sont en médecine maintenant. Mais néanmoins, bien sûr, et on l'a vu, justement, je crois qu'une personne évoquait l'endométriose. Et donc, effectivement, on voit bien que ce sont des maladies qui n'ont pas été traitées à leur juste hauteur jusqu'à présent. Et on en parle évidemment beaucoup plus maintenant, ce qui est très bien. Mais oui, vous avez raison, c'est bien un biais de vision des choses, puisque c'était très orienté par des médecins plutôt hommes. Alors revenons-en à ce projet collectif et original du CEA, la cerise dans le labo. Dans la prochaine séquence, nous allons accueillir la scénariste de la bande dessinée, C'est l'esprit d'équipe. Bonjour Lucie Lemoine. Bonjour, merci de m'accueillir. On est ravis de vous recevoir sur le plateau de Science en question. Vous êtes autrice jeunesse et scénariste de bande dessinée. Et c'est vous qui avez écrit les 13 histoires de la cerise dans le labo, donc dans cette bande dessinée. On a d'ailleurs quelques extraits à montrer.
C'est une première pour vous d'écrire le portrait de femmes scientifiques ? Oui, c'était une première pour moi. J'avais écrit sur les pirates, mais c'est pas tout à fait pareil. C'était une première pour moi et quand le CEA m'a contactée, j'étais super contente. Le projet, en plus, c'était de faire 13 portraits de 4 pages. Donc il y avait un peu un côté foisonnant de femmes avec des parcours très différents. Donc forcément, quand on est scénariste et qu'on aime raconter des histoires, se retrouver face à un vivier comme ça, c'est toujours super enrichissant. Pour écrire ce scénario, vous êtes partie des épisodes du podcast La cerise dans le labo et plus précisément des enregistrements complets, des interviews avec les chercheuses. Comment vous avez travaillé à partir de cette matière première ? J'ai eu accès aux rushs initiaux avant le montage en podcast. Je les ai écoutés et j'ai un peu travaillé à l'émotion parce que mon objectif avec cette BD, c'était d'aller titiller la curiosité et de toucher les lecteurs et les lectrices. Donc je me suis dit, moi, qu'est-ce qui me touche là-dedans ? Et donc j'ai écouté les histoires. Je me suis dit, pour Sarah Tucci, elle démonte un poste de radio quand elle est toute petite et elle le remonte après. Ça, clairement, ça allait être dans la BD. Pour chacune des scientifiques comme ça, j'ai essayé de voir ce qui me touchait et essayer d'aller chercher une émotion différente pour chacune des scientifiques pour me mettre à hauteur d'histoire humaine. Donc dans mes BD, dans les scénarios, je raconte un petit peu l'objet de recherche, j'explique sur quoi travaillent les scientifiques, mais mon objectif c'était aussi d'expliquer ce qui les portait dans la vie, ce qui les transportait et de raconter une histoire. Donc c'est pas simplement j'explique ce que c'est être physicienne ou astrophysicienne, j'explique pourquoi ça leur plaît, pourquoi c'est passionnant pour elles et aussi pourquoi c'est important pour la société actuelle, vous en parliez tout à l'heure, mais pourquoi quand on est astrophysicienne ou quand on est physicienne ou quand on est scientifique, quel que soit le domaine de recherche, pourquoi ça permet d'avoir des leviers sur la société. Et ça a dû être compliqué de résumer tout ça en 4 planches de BD, parce que chaque scientifique a 4 planches de BD. C'était pas trop frustrant de se contenter de ces 4 planches ? Non, parce que je me suis dit que c'est un exercice d'écriture. Et l'écriture sous la contrainte, c'est toujours un exercice intéressant. Et puis ça m'obligeait à vraiment me questionner sur ce que j'avais envie de dire. Et par exemple, sur Hélène Hébert qui modélise les tsunamis, je savais aussi, il y a la visualisation qui se met en place. Elle modélise les tsunamis, tout de suite, c'est un gros film d'action. Il y a une salle des commandes dans laquelle il y a un compte à rebours qui se lance. Et je suis mon intuition et j'écris ça en glissant des informations documentaires, quoi. Mais en fait, j'ai essayé de suivre ce qui m'a titillé en me disant que si ça m'a touchée, si c'est quelque chose qui importe aux chercheuses et qu'elles ont eu envie de partager pendant l'enregistrement du podcast, ça pouvait toucher des lectrices et des lecteurs. Cette rubrique s'appelle l'esprit d'équipe et ça tombe bien parce que la BD La cerise dans le labo est le résultat d'un vrai travail d'équipe, une équipe 100% féminine. Vous racontez les histoires de 13 femmes avec l'aide talentueuse de 13 illustratrices différentes, une pour chaque histoire. Pourquoi ce choix ? L'idée, c'était, vu qu'on avait 13 scientifiques au parcours complètement différent et très foisonnant, ça nous a semblé un peu dommage peut-être de tout enfermer dans un seul même univers graphique. Et donc on s'est dit, autant créer un collectif encore plus grand, 13 scientifiques, une scénariste, 13 illustratrices. Plus on est plus on rit, quoi. Et ça a permis aussi d'aller chercher des univers graphiques très différents, d'avoir quelque chose, donc, comme je disais, de foisonnant, et aussi de pouvoir proposer aux illustratrices de travailler sur la chercheuse, la scientifique, avec laquelle elles avaient le plus d'atomes crochus. Ce qui fait que là, dans la BD, pour reprendre Hélène Hébert ou même Sarah Tucci, je sais que les illustratrices, elles avaient, pour Sarah Tucci qui travaille sur la blockchain, Charlene Fornes, elle avait des affinités avec le sujet de l'informatique. Et donc je trouvais ça super qu'elle puisse travailler sur le sujet, surtout que ça nécessite un petit peu d'abstraction. Comment on représente la blockchain, comment on raconte l'informatique, comment on raconte un réseau décentralisé. Donc c'était chouette de pouvoir faire appel à chacune d'entre elles. Est-ce que vous avez dû vous renseigner un peu à côté aussi ? Parce que blockchain, ça ne parle pas forcément quand on arrive sur le sujet. Pas sur la blockchain, parce que moi, je suis plutôt intéressée par les sujets numériques, société. Donc pas sur la blockchain, plus sur, par exemple, les exoplanètes. Là, un petit peu plus, je suis allée chercher des choses sur le site du CEA notamment, mais l'objectif était vraiment de ne pas avoir une exhaustivité dans ce que c'est l'exoplanétologie. Mais de raconter l'histoire, quoi. De raconter Elsa Ducrot qui sera là tout à l'heure au volant de son pick-up pour aller à un télescope, quoi. Ça c'est cool, c'est ce qu'on a envie d'écrire quand on est scénariste, en tout cas pour moi. La BD n'est pas juste une copie du podcast, ce sont vraiment 2 projets qui se répondent. Dans quelle mesure on peut dire que les 2 œuvres sont complémentaires ? Je pense que ça peut être complémentaire
parce que ça peut parler à différents publics. Ça ne va pas être le même moment. On ne lit pas une BD quand on écoute un podcast et on ne va pas y trouver la même chose. Le podcast, c'est des épisodes qui durent une vingtaine de minutes, donc on va plus rentrer dans le sujet, on va avoir accès directement à la voix de la chercheuse. Ça peut parler à un certain public. La BD, ça peut parler peut-être à un autre public qui va pouvoir aller piocher. Le public n'est pas obligé de lire directement l'intégralité des BD, il peut regarder le sommaire, en lire quelques-unes. Et il y a un enjeu aussi de représentation. Là, je suis sur la BD sur Valérie Lostis, qui est illustrée par Reine Debussy, et je sais qu'elle a fait un gros travail de représentation pour donner à voir ce que pourrait être un milieu de la recherche peut-être inclusif, diversifié, avec des profils variés. Et donc ça rend très réel le fait que le milieu de la recherche pourrait être plus ouvert. On voit les salles de conférences, on voit les chercheurs et les chercheuses, et on se dit que c'est déjà là. Ça permet d'imprimer peut-être différemment, et oui, de manière complémentaire, je suis d'accord. Laurence, vous faites partie des femmes... On trouve le portrait dans la bande dessinée. Qu'est-ce que vous pensez de votre portrait ? Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'est un vecteur de communication qui est moderne, qui permet de faire passer des messages de façon ludique, mais aussi très bien documenté. Et donc ça répond à la fois à l'aspect scientifique, donc il y a de la science dans la BD, mais il y a aussi... le fait de vouloir donner envie à ceux qui vont lire, et donc le fait que ce soit illustré et puis que ce soit très varié, parce que comme vous le dites, il y a plusieurs illustratrices, donc je trouve que ça rend la BD très vivante, et je crois que ça peut justement donner envie et provoquer des vocations parmi les lectrices de cette BD. Oui, puis on disait tout à l'heure... Par comparaison avec le podcast, là, on donne directement un modèle visuel, et on a un peu l'image aussi des scientifiques en blouse blanche. Et là, c'est chouette parce que chaque illustratrice a pu montrer au travail la chercheuse, la scientifique, et donc on voit tous les différents habits du travail et tous les différents environnements. Donc là, on casse les stéréotypes du scientifique. Oui, c'est ça, dans sa tour d'ivoire. Surtout qu'on voit bien qu'ils ne sont pas du tout dans leur tour d'ivoire. Valérie Masson-Delmotte, elle est plutôt à l'Élysée que dans sa tour d'ivoire. Il y a un lien en politique qui est super fort. Est-ce que vous avez un portrait préféré en particulier ? Ah non, parce que... Ça, c'est dur comme question. Hein. C'est dur comme question, et en plus, vu que je suis allée chercher à chaque fois ce qui me touchait dans les récits, je vais avoir une émotion particulière à chaque fois. Je parlais de Sarah Tucci tout à l'heure et de sa curiosité, ça me touche. Je parlais pas, mais là je parle de Julie Poulain, qui est embarquée à bord de la goélette Tara. Elle a eu un goût de l'aventure. Ça me touche aussi qu'elle ait envie de partir à l'aventure. Hélène Hébert, qui modélise les tsunamis, ça me touche aussi. L'enjeu, le lien avec la sécurité civile et la protection de la nation, etc. C'est autre chose. Et donc chaque portrait vient incarner un petit aspect de ce que c'est être une femme scientifique, et à chaque fois je me sens proche et je me projette, et j'espère que les lecteurs et lectrices feront pareil. Finalement, vous avez réussi à vous donner envie vous-même de vous lancer dans la carrière scientifique. Complètement. Complètement, c'est Reconversion. super. Et moi, je viens des sciences sociales, donc et c'était très intéressant de voir aussi comment mon regard plutôt pas de chercheuse, mais comment mon regard formé aux sciences sociales a pu regarder les sciences dites dures, et comment en fait l'impact sur la société, c'est une façon de regarder la société très complémentaire entre les différentes sciences, et c'était chouette de participer à ça. Pour chaque histoire, vous avez mis l'accent sur le parcours, les ambitions et les réussites des femmes, plutôt que sur les obstacles qu'elles ont pu rencontrer. Pourquoi avoir fait ce choix ? C'était l'idée de donner envie et de susciter la curiosité. Et donc, j'ai eu envie d'être dans un discours positif. Oui, de créer des rôles modèles. Et en fait, je sais pas, je me suis dit, si jamais je reprends chaque difficulté, ça va être un peu compliqué de donner envie d'aller dans un environnement dur, surtout qu'en fait, je trouvais que ce qui ressortait des rushs des différents podcasts, c'est qu'il y avait des obstacles, mais il y avait aussi plein de belles aventures. Et c'était mon choix de scénariste de me focaliser sur les belles aventures, et qui représentent aussi une partie de la vie de ces femmes. Si on devait faire votre portrait, vous êtes autrice jeunesse, vous écrivez des bandes dessinées, mais aussi des romans et des podcasts. Vous avez suivi une formation, vous l'avez dit, donc en sciences sociales, en sciences humaines et sociales. Et pourquoi vous avez choisi cette voie ? Raconter des histoires ? Ouais. Parce que ça touche les gens. Et c'est un peu... je trouve que c'est magnifique, mais vous touchez les gens aussi quand vous êtes journaliste. Et il y a un côté mettre en récit... en plus, c'est moi, à mon bureau, qui met en récit la vie de femme. Il y a un côté un peu magique quand l'œuvre commence à circuler. Ou là, quand elle va sortir au mois de mars, elle va être dans les lycées, elle va être en interne au CEA. On va avoir des retours de lecteurs et de lectrices. J'espère de lectrices qui vont nous dire « Ah non, mais trop bien, j'ai envie de devenir astrophysicienne. » Et rien que pour ça, c'est vraiment génial.
Et où est-ce que vous puisez votre inspiration de manière générale ? Je disais que j'aimais bien raconter des histoires et j'aime bien les histoires, les recevoir un peu de différentes sortes de médiums. Je vais chercher dans la littérature, mais aussi dans les films d'animation, séries d'animation, les jeux vidéo. De manière générale, c'est assez foisonnant. Alors Claudie Aigneret a écrit la préface de cette BD. Je rappelle qu'elle est notamment médecin et la première femme européenne à être allée dans l'espace. Elle a aussi été 2 fois ministre et chef d'établissement scientifique et culturel. Son parcours est exceptionnel. Elle nous a accordé un entretien et naturellement, la première question qu'on lui a posée, c'était « Qu'est-ce qui vous a motivé à préfacer cette BD ?» Écoutez sa réponse. Alors, je suis toujours très engagée à essayer de transmettre, de partager passion, enthousiasme qui a pu être le mien et la carrière que j'ai eu le privilège de réaliser. Alors, un livre qui était là pour présenter des parcours, des passions, justement des engagements de jeunes femmes. J'y ai retrouvé peut-être un petit peu ce qui, moi, correspondait à ma trajectoire et j'ai eu envie de l'accompagner. J'ai eu la chance pour ma part de ne pas les voir. Et on peut aussi avoir au fond de soi un désir, quelque chose qui résonne, qui vous a ouvert une porte. Et pour moi, c'était une porte du rêve. C'était le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969 qui a illuminé ma jeunesse et mon adolescence et qui m'a vraiment donné envie de participer à cette aventure-là. Donc ce désir très fort a fait que les clichés, les stéréotypes étaient un peu invisibles pour moi. Je sais que ce n'est pas toujours le cas et qu'il faut donc parfois accompagner pour donner ce déclic, l'audace en fait de pouvoir mettre son rêve, ce qui vous inspire, en œuvre. On vient parler, présenter les métiers à des lycéens et lycéennes. C'est tard déjà, parce que les choses sont déjà structurées dans l'esprit, avec les obstacles, les difficultés, et ben non, c'est pas pour moi, en fait, on se l'est déjà forgé. Donc il faut commencer sûrement beaucoup plus jeune. Les tout petits, qu'ils soient filles ou garçons, ils sont curieux, sont des explorateurs. Il faut tous qu'on garde cette curiosité de chercheur qu'on a dans l'enfance. Et donc il faut démarrer très tôt, effectivement, à l'école, bien évidemment, mais au-delà de l'école aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui doit tous nous motiver. Pas seulement nous, maman, grande sœur, grand-mère, mais dans la mixité, là aussi, on est tous engagés pour faire bouger les choses. Alors je dis souvent aux jeunes filles, n'attendez pas d'être parfaite avec tous les atouts avant de vous lancer dans quelque chose pour savoir si vous êtes à la hauteur. Allez-y, démarrez le chemin, vous allez continuer à apprendre, puis autour de vous, il y a des gens qui vont vous aider pour continuer à aller vers votre objectif un petit peu plus loin. Donc c'est un peu ça, c'est oser, n'attendez pas d'être parfaite, et puis prenez conseil. Lucie, Claudie Aigneret qui préface votre travail, ça vous touche ? Ça me touche, oui. Et elle avait découvert le travail en amont, avant que la BD soit terminée. Donc elle avait reçu des intentions de scénario, certains scénarios un peu rédigés. C'était une intention qu'on lui avait envoyée. Et son retour avait été dithyrambique. Et c'est sûr qu'en tant que scénariste, quand Claudie Aigneret dit « Super, ce que vous écrivez comme histoire, ça fait plaisir ». Et je rebondis sur ce qu'elle disait, sur les sœurs, les mères, les grands-mères, etc. Mais pas seulement, aussi en mixité. Et c'est aussi ce que j'essaye de faire en tant que scénariste et autrice jeunesse, c'est on façonne des imaginaires. Et je veux façonner un imaginaire dans lequel il peut y avoir des rôles de femmes un peu puissantes, un peu importantes. Et je pense que ça va de pair avec le fait que des petits garçons et des hommes lisent aussi cette BD et d'écrire des personnages masculins pertinents. Lorraine, tu as interrogé Marianne Blanchard sur la question des solutions. Alors, c'est quoi la bonne stratégie, finalement ? Alors, il faut agir tôt pour ce qui est des initiatives à destination des filles, on l'a dit. Les goûts s'affirment dès le primaire, il est donc important d'avoir des représentations diverses dès le plus jeune âge, mais les efforts ne doivent pas se concentrer uniquement sur les jeunes filles. Tout le monde devrait être sensibilisé, nous, gens, les journalistes, les communicants, les créateurs de jeux pour enfants, les parents, mais aussi évidemment les enseignants, la façon dont on présente les sciences à son importance. Marianne Blanchard, que j'ai interrogée, prenait comme exemple un programme qui a été fait à l'université de Berkeley en 2020.
qui s'appelle le programme Beauty and Joy of Computing. Et là, l'informatique y est présentée vraiment comme un objet avec des enjeux sociaux. La question, c'est de voir vraiment la finalité du travail. Il était aussi question de présenter l'aspect ludique, voire esthétique des programmes informatiques. Et ça a été un succès. Le programme a vite atteint la parité. Les filles y participent activement et réussissent même mieux que leurs homologues masculins. Une autre solution pour inciter les jeunes filles à suivre des carrières scientifiques, ça consiste à mettre en avant des modèles comme Claudie Agnuret, mais avec une carrière aussi brillante que la sienne, ça peut potentiellement intimider certaines jeunes filles et peut-être décourager celles qui manquent un peu d'assurance. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence ? Je pense que, et c'est montré dans la BD, en fait, il n'y a pas forcément... l'objectif, ce n'est pas forcément une carrière, c'est vraiment l'objectif, c'est faire des sciences parce que c'est passionnant, parce que, comme Claudie Agnuret l'a dit aussi, il y a une finalité et c'est cette finalité qui doit être visée. Et la finalité, c'est pas de faire carrière. La finalité, c'est vraiment de faire des sciences pour... améliorer le monde dans lequel on vit, dans lequel on va vivre, en faisant la découverte de l'espace, mais aussi, comme on l'a vu dans la BD, ce qui se passe sur le climat, des progrès en médecine, la connaissance de tout notre environnement, la faune, la flore, enfin tout ça. Et voilà, et je pense que dans les modèles qui sont dessinés dans la BD, il y a vraiment ça, c'est à la portée de toutes, quelque part, sous réserve de se diriger vers les sciences, d'avoir des métiers passionnants, voilà. Et peut-être, on voit aussi dans les portraits dans la BD qu'en fait, ces femmes, elles ne s'engagent pas forcément pour être scientifiques toute leur vie, de la même manière, dans le même labo. Il y a cette idée d'évolution et de faire des choix tout au long de sa vie. Et il y a par exemple un portrait qui est assez marquant, c'est celui d'Elisabeth Bouchot, qui après avoir été scientifique, ouvre son théâtre, écrit des pièces pour se dire qu'elle a envie de transmettre le goût des sciences d'une autre manière. Donc c'est pas forcément dire aux jeunes filles, soyez scientifiques, travaillez dur et vous ferez ça toute votre vie. C'est juste donnez-vous les moyens vous pouvez vous donner les moyens, vous êtes en mesure d'avoir des leviers pour changer la société et vous pourrez à partir de ça faire plein d'autres choses selon votre inspiration. Parmi les solutions, il y a aussi une solution très concrète qui sont les quotas. Alors ça a parfois un peu mauvaise presse et disons que c'est une mesure qui a beaucoup de critiques. Laurence, vous les défendez volontiers, les quotas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? En fait, je pense que sans mesures majeures, on aura du mal à faire évoluer rapidement notre société, nos sociétés, parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les stéréotypes, ils sont ancrés culturellement. Et donc, faire changer la culture, ça prend du temps. Et donc, sans impulsion forte, en fait, ça n'évoluera que très lentement. On le voit très bien. En 2011, il y a eu la loi Copé-Zimmermann sur le fait d'avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. On y est aujourd'hui, donc 2011, 10 ans après, on y est. Il y a à peu près 46% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Mais aujourd'hui, il n'y a que 24% de femmes, toutes entreprises confondues, dans les comités exécutifs. C'est là où les décisions sont prises. C'est là où on va justement choisir les orientations stratégiques de l'avenir. C'est au sein des comités exécutifs. Il n'y a que 24% aujourd'hui de femmes. Et donc, il y a une nouvelle loi qui a été votée en 2022. C'est la loi Rixain. Et donc, qui va imposer des quotas dans le comité exécutif. Donc, 30% en 2027 et 40% en 2030. Donc, et sans ça, on n'arrivera pas à faire bouger les choses, puisque si on laisse naturellement la situation se faire, eh bien, on va rester dans ce stéréotype. J'ai toujours un exemple à montrer, c'est une grande société du luxe, où il y a 63% de femmes cadres et où il n'y a que 12% de femmes dans le comité exécutif. Donc ça ne transpire pas vers le haut si on n'y met pas les moyens. Exactement. Et donc, ce n'est pas mathématique, c'est vraiment culturel. Parce qu'on m'a souvent opposé que c'était mathématique. S'il y avait peu de femmes en bas, c'était normal qu'il y en ait peu en haut. Mais ce n'est pas que mathématique. Qu'est-ce que vous répondez aux sceptiques ? Parce que souvent, Lorraine le disait, on entend souvent dire, certains commentent en disant que voilà, aussi on va prendre des femmes, non pas parce qu'elles ont les compétences, mais simplement pour respecter les quotas. Qu'est-ce que vous répondez à ces sceptiques ? Alors en fait, je pense qu'on prend des femmes et qu'on les nomme à des postes à responsabilité parce qu'elles sont compétentes. J'ai aucun sujet là-dessus.
Alors après, ce serait quand même dommage qu'on choisisse justement la femme incompétente pour la nommer. Donc voilà, enfin, moi je suis très circonspecte sur cette façon de voir les choses. Après, moi je dis toujours que, et même si les femmes sont nommées parce qu'il y a des quotas, eh bien, il nous appartient de faire nos preuves, au même titre qu'un homme, et donc on fera nos preuves. En plus, je dis aussi souvent que la société est beaucoup moins pardonnante pour les femmes, et donc si une femme est incompétente, je peux vous assurer qu'elle ne va pas rester longtemps à son poste. Donc voilà, tout ça sera bien établi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au cours de ma carrière, malheureusement, j'ai aussi rencontré quelques hommes incompétents. Et on leur a jamais dit qu'ils étaient incompétents parce que c'était des hommes. Donc je pense qu'il faut aussi être prudent dans ce qu'on dit. Mais vous avez raison, il est souvent dit que s'il y a des quotas, eh bien on va nommer des femmes incompétentes. Et je crois que ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais rencontré à des postes à responsabilité des femmes incompétentes. Donc voilà. Merci Laurence. Merci Lucie d'être venue sur le plateau nous parler de votre travail sur cette bande dessinée. Je rappelle le titre, La cerise dans le labo. Où est-ce qu'on peut la trouver ? En librairie. En librairie, dans toutes les grandes enseignes culturelles. Dans toutes les librairies. Disponible en rayon ou à la commande. Parfait. On poursuit notre discussion sur la place des femmes en sciences. Dans un instant, on va recevoir une nouvelle invitée. Elle est jeune astrophysicienne et elle a reçu un prix pour ses recherches sur les exoplanètes. Je vous propose qu'on découvre son travail sans plus tarder. C'est le Science en Action. Elsa Ducrot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en Question. Alors vous êtes astrophysicienne et post-doctorante au CEA. Vous aussi, vous avez participé au projet de cette bande dessinée La cerise dans le labo. Qu'est-ce que ça fait quand on voit son portrait en bande dessinée pour la première fois ? C'est assez impressionnant, surtout que moi j'ai l'impression d'avoir été encore une fois au bon endroit, au bon moment pour ce projet. Donc il n'y a pas que moi qui ai reçu le prix, il y a aussi Alexandra Collin qui est également dans la BD. Et toutes les deux, on a été contactées donc plutôt assez tardivement. C'est vraiment une opportunité super pour nous. Et donc j'ai vraiment l'impression d'être excessivement chanceuse, d'être entourée d'être représentée comme ça, aux côtés de plein de femmes dont les carrières scientifiques sont tout à fait impressionnantes et les sujets passionnants. Donc une grande fierté. Vous recevoir, c'est aussi l'occasion de parler de vos recherches, de votre travail. Votre spécialité, Elsa, c'est les exoplanètes. Donc, c'est des planètes qui tournent autour d'une autre étoile que le Soleil. Mais l'idée, c'est pas d'aller rentrer en contact avec des petits hommes verts. Qu'est-ce que c'est l'objectif ? Alors, du coup, moi, ce que je fais, c'est de la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, par définition, c'est pas forcément d'être rentable ou de créer des brevets ou des choses comme ça. Le but ici, ça va vraiment être d'étudier la vie. Donc moi, je m'intéresse, ma recherche s'ancre dans le cadre de l'astrobiologie, donc l'étude de la vie sur Terre et ailleurs dans l'univers. Et moi, mon but, c'est vraiment d'essayer de comprendre est-ce que la vie peut apparaître sur d'autres environnements autres que la Terre, dans quelles conditions, comment on pourrait le détecter, est-ce que ça serait similaire à ce qu'on connaît sur Terre, etc. Donc du coup, il y a des gens qui font de la planétologie, qui s'intéressent à la vie dans le système solaire, sur Mars, sur les lunes de Jupiter, etc. J'aurais pu faire ça. Mais finalement, je fais des exoplanètes, donc la même genre de quête, mais sur des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Et moi, particulièrement, j'aime les planètes qui sont plutôt rocheuses, comme un peu illustré ici, et qui sont dans la zone habitable de leur étoile. Donc vous vous intéressez d'ailleurs à un système particulier qui s'appelle le système TRAPPIST-1, donc c'est le nom de l'étoile. Vous étudiez les planètes qui tournent autour. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce système ? Oui, alors d'abord, juste le qui est particulier, c'est son nom. Peut-être pour expliquer rapidement. Moi, j'ai fait ma thèse dans une équipe belge, à Liège. Et donc, TRAPPIST, pour ceux qui connaissent, c'est une bière. Donc, c'est aussi un télescope qui a été nommé TRAPPIST. Donc, il y a des initiales qui font... Transiting Planet and Small... Enfin, bref, ça marche. Et TRAPPIST a été utilisé pour tester le prototype d'un grand survey, de regarder plein d'étoiles et d'essayer de trouver des planètes. Des étoiles particulières, des étoiles très froides, très petites, et prouver que... parce que ces étoiles sont vraiment bien, si on a des planètes autour pour les caractériser, c'est vraiment beaucoup mieux. Et on voulait prouver un petit peu que ça allait marcher. Et ils ont trouvé, en regardant 50 étoiles, ils ont eu le système, l'étoile TRAPPIST-1. Au début, depuis le sol, on a vu 1 planète, 2 planètes, 3 planètes. Puis après, on a convaincu la NASA d'aller regarder avec des télescopes spatiaux celui-là s'appelle Spitzer. Ils ont regardé longuement et là, ils en ont vu 7. Et les 7 sont rocheuses. Les 7 sont quasiment de la taille de la Terre. Et les 7 transitent leur étoile. Ça veut dire qu'elles passent devant leur étoile du point de vue de l'observateur. Et ça, pour nous, c'est super pour les détecter. Parce qu'en fait, ce qu'on détecte, c'est la petite baisse de flux
On va en parler, vous nous avez amené des images. Là, aujourd'hui, vous parliez de Spitzer, mais vous travaillez maintenant sur les données du James Webb Télescope. Ouais. Depuis fin 2022, on a vu passer plein d'images extraordinaires de ce télescope dans les médias et sur les réseaux sociaux. Vous ne travaillez pas vraiment sur les images qu'on voit en couverture des magazines de sciences. Comment vous utilisez les données de JWST pour votre travail ? Oui, alors donc James Webb, l'énorme télescope qu'on voit illustré ici, juste pour rappeler un petit peu les dimensions. Dans les télescopes spatiaux qu'on connaît, on connaît bien Hubble, parce que ça fait 30 ans qu'il est dans le ciel. Hubble, c'est 2,4 mètres de diamètre pour son miroir primaire. Donc il faut se dire que plus la taille du miroir primaire est grande, plus on voit de choses. C'est comme la pupille, si elle est plus élargie. Le miroir primaire, c'est tous les hexagones. Voilà, alors pour James Webb, le miroir primaire, c'est en effet cette composition d'alvéoles hexagonales. Et au total, si on met un diamètre, ça fait 6,5 mètres. Donc c'est quand même vachement plus grand que Hubble. Et donc ça permet d'avoir des images d'une qualité complètement dingue. Et en plus, il regarde plutôt dans l'infrarouge, alors que Hubble regardait dans le visible, voire l'UV, et le proche infrarouge. Et pour donc vous, là, important. on ouvre énormément de sciences. Pas qu'en exoplanète, mais vraiment. Et en effet, les images les plus impressionnantes, c'est ces images de galaxies ou de nébuleuses qu'on a pu voir en juillet dernier, et qu'on continue à voir arriver. Et moi, je travaille vraiment sur des images d'étoiles. Donc, malheureusement, je ne travaille pas là-dessus, ni là-dessus. Je travaille vraiment sur des images d'étoiles, donc un peu moins excitant à voir. Vous nous avez fait un schéma pour nous expliquer Ouais, voilà. le travail que vous faites sur l'étude des transits. Donc vous regardez quand la planète passe devant l'étoile, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous Alors voyez ? juste, voilà, pourquoi on fait... Déjà, c'est très dur de voir une planète résolue de son étoile. On ne peut pas avoir la photo de l'étoile avec la planète à côté. Alors, il y a des cas très précis, on y arrive, mais très peu. Parce que l'étoile elle nous éblouit totalement. C'est comme regarder quelque chose à côté d'un phare d'une voiture. Exactement, une mouche à côté d'un phare de voiture, on voit rien. Alors, il y a une technique pour faire en fait l'effet de la main, le coronographe, pour aller cacher la source de lumière et voir l'autre. Mais ça ne marche pas avec un système comme Trappist-1, par exemple, où là, on va devoir... Ce qu'on va faire, quand on est dans le halo, elles sont tellement proches, elles sont vraiment... Donc là, ce qu'on fait, c'est que cette méthode-là, c'est la méthode des transits. Donc là, on le voit, c'est la courbe Spitzer, en fait. Donc les planètes, elles vont aller, quand elles tournent, elles vont passer un moment devant l'étoile et elles vont éteindre une petite partie du flux de l'étoile. Donc ça, c'est super parce que nous, on regarde le flux en fonction du temps, donc c'est toujours constant. Et d'un coup, ça va baisser en forme de U, quand la planète passe devant, et après, ça va remonter. Et ça, c'est proportionnel, donc la profondeur est proportionnelle à la taille de la planète, parce qu'en fait, c'est des airs qui se cachent. Donc c'est même proportionnel au rayon de la planète divisé par le rayon de l'étoile. Ça pour dire. Le seul truc à retenir, c'est que plus la planète est grosse, plus il y a de signal, plus l'étoile est petite, plus il y a de signal. Donc si on regarde une petite étoile, on a plus de signal. Voilà. Donc là, j'ai le schéma que j'avais fait, où je montre les images sur lesquelles moi je travaille, qui sont quand même vachement différentes de ce qu'on a vu avant. À la base, moi je travaille avec l'instrument MIRI. Il y a 4 instruments sur le James Webb Space Telescope. MIRI, c'est celui qui est vraiment... Spécialisé dans l'infrarouge, c'est ça ? Voilà. Les initiales de MIRI, c'est Mid Infrared Instrument. Donc voilà, infrarouge moyen. Ça ressemble à ça. Alors sur le côté, vous avez des trucs un peu compliqués, mais c'est justement cette histoire de coronographe, d'aller mettre un petit masque devant pour cacher un peu la lumière et récupérer l'image que vous voulez. Des disques, potentiellement des exoplanètes, mais il faut vraiment qu'elles soient très loin, très grosses. Donc rien à voir avec mon côté habitable qui m'intéresse. Donc voilà, vous avez ça sur le côté gauche. Et au centre, là, vous avez cet imageur. Donc l'imageur, il faut vous dire que c'est un peu comme un appareil photo où on prend des photos de l'étoile. Vous voyez que ça ressemble à ça, là, quand je zoome mon étoile. Ça, c'est l'étoile, le petit point lumineux. C'est même exactement Trappist-1 que j'ai mis là. Donc, bon, bah voilà, c'est très différent. Et ça, on regarde, donc on va regarder le flux, on va faire un gros cercle autour de l'étoile. On va prendre toute la quantité de flux qu'on a. Et ça, on fait ça pour chaque exposition. Et on voit quand est-ce que le flux baisse. Voilà. Et quand le flux baisse, du coup, on étudie après ensuite cette lumière-là qu'on reçoit. Exactement. Donc, du coup, vous voyez cette courbe qui se crée, flux en fonction du temps, avec ce petit U. Donc, j'ai essayé de faire la planète qui passe devant, là. Et ça, nous, James Webb n'est pas là pour détecter des planètes. James Webb, il se trouve qu'il en a détecté une, mais c'était plus de la confirmation. L'histoire, c'est vraiment de caractériser. Donc ça, en vrai, j'arrive à le faire depuis le sol. On arrive à le faire avec beaucoup de télescopes depuis le sol. C'est quoi l'apport du JWST ? Donc l'idée, c'est de passer à l'étape d'après, c'est d'aller regarder l'atmosphère de ces planètes rocheuses. Donc étudier l'atmosphère d'exoplanètes, c'est déjà fait avec des grosses atmosphères, des grosses planètes géantes gazeuses type Jupiter. Mais avec des rocheuses comme ça, là, et en plus, ici, vous en avez 3 en zone habitable, ça n'a jamais été fait, d'aller vraiment caractériser l'atmosphère qu'on appelle secondaire, donc une atmosphère dense, avec du méthane, du CO2, comme on connaît sur Terre. Sur une planète rocheuse comme ça n'a jamais été fait. Et donc c'est vraiment le gros enjeu,
Bon, c'est pour ça que j'ai commencé mon postdoc au On vous CEA. souhaite de belles découvertes à venir alors. Merci beaucoup. Et on peut dire que le JWST a eu le bon goût de vous attendre pour son lancement, c'est ça? Oui, alors je le disais, j'ai commencé l'émission en disant ça, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu l'impression d'avoir, d'être vraiment là au bon endroit, au bon moment. Après, bon, c'est toujours des opportunités, en fait, c'est des histoires de pousser la porte ou pas. Conseil aux jeunes générations. Et moi, déjà, j'ai commencé ma thèse dans l'équipe de Trappistin l'année de la découverte de Trappistin. Donc, je suis arrivée pile poil. Et j'ai commencé mon postdoctorat au CEA l'année du lancement de James Webb. Et donc, du coup, j'étais là. J'ai commencé 2 mois avant le lancement à Kourou et j'étais là pour l'analyse des premières données. Et donc, du coup, je ne l'ai pas dit, mais au CEA, je travaille avec James Webb pour analyser les images de Trappistin particulièrement. C'est vraiment devenu un peu mon expertise, c'est Trappistin et maintenant Miri Trappistin. Aujourd'hui, vous êtes postdoctorante. C'est quoi la suite pour vous? Alors, la recherche, c'est toujours un peu compliqué à expliquer quand j'en parle avec mes amis. C'est vraiment un peu un monde un peu spécial. Mais alors, on a sa thèse. Donc, en thèse, on est quand même déjà payé. On n'est plus vraiment étudiant, quoi. On commence à travailler. J'estime que j'ai commencé à travailler à 5 ans. Moi, j'ai fait une thèse de 4 ans, parce qu'en Belgique, c'est 4 ans. Et après, il faut faire ce qu'on appelle des post-doctorats. En soi, on est déjà astronome, astrophysicien. Mais il faut enchaîner un peu les contrats CDD. Vous n'êtes pas titularisé. Voilà, pour devenir à un moment, espérer, donc postuler. Moi, mon rêve, ça serait d'avoir un poste au CNRS ou au CEA, et pour être chercheuse permanente, et pouvoir continuer ma recherche. Dans ce cas-là, ça te permet d'avoir une sécurité et de rester au même endroit. Parce qu'avec les postdocs, souvent, on te demande de bouger de pays ou d'université pour avoir plus d'expérience et encore plus de compétences. Laurence, ça vous fait rêver de voir ces images du James Webb Télescope et ce que raconte Elsa aussi? Oui. Voilà, c'est un super domaine et puis on sent vraiment à la fois la passion d'Elsa et puis sa compétence dans le domaine. Elle explique ça de façon très claire, très pédagogique. J'espère que ça fera rêver de jeunes filles pour venir rejoindre les équipes du CEA dans ce domaine-là. Alors, quand on parle des femmes en sciences, on pense souvent aux chercheuses comme vous, Elsa, mais on oublie souvent, parfois, que les sciences font appel aussi à une grande diversité de métiers, des techniciennes, des ingénieurs ou encore des responsables d'infrastructures. Je vous propose donc de découvrir le portrait de Camille et de Maïlis. Regardez. Camille, 30 ans, chef d'installation suppléante. Une installation, en fait, c'est un ensemble de bâtiments qui ont des activités similaires. Moi, je suis sur une installation nucléaire. C'est moi qui suis garante de la sécurité, de la sûreté et de la radioprotection. En fait, on se doit de protéger le public, le travailleur et l'environnement. Je viens régulièrement sur le terrain pour faire des visites de sécurité avec notre sous-traitant, vérifier que tout est en conformité, que l'état de l'installation est satisfaisant. Et, travailler dans le nucléaire, ça ne s'apprend pas forcément à l'école. C'est sur le terrain qu'on apprend. C'est des métiers pour lesquels il y a un vrai savoir-faire. C'est bien sûr des qualités techniques, de faire preuve de beaucoup d'adaptabilité. Le travail d'équipe, le relationnel et le management, c'est vraiment important dans la fonction de chef d'installation. J'ai jamais eu de difficulté de me placer, même dans les installations où c'était très masculin. Il ne faut pas avoir peur non plus de se lancer, même en tant que débutant, ne pas avoir peur d'oser poser des questions sur les risques nucléaires, sur les manières de faire, parce que pour apprendre, il faut être curieux. Maïlis, 37 ans, ingénieure de recherche en métrologie. La métrologie, c'est toute la science qui va permettre de réaliser des mesures de pression, de choc, de déplacement, de température, pour caractériser des environnements donnés. Mon travail consiste à aider les expérimentateurs à faire des mesures de mécanique appliquées à la physique des explosifs, à la détonique. Donc ici, on est sur une dalle d'expérimentation. On va chercher à qualifier en fait, les effets d'un explosif. Lors de l'explosion, on va avoir génération d'une onde de choc. Cette onde de choc, du coup, va se propager, va venir impacter la pointe de la sonde et en défilant, va permettre aux capteurs d'effectuer leurs mesures. Une partie de mon travail consiste donc à développer des nouveaux capteurs plus performants, plus rapides. Les qualités importantes dans mon métier, travail d'équipe, l'écoute, rigueur et curiosité. La pression, elle est présente au quotidien. Après, il faut savoir vivre avec et c'est ce qui rend vraiment ce boulot intéressant, ce poste passionnant. Il y a peu de personnel féminin dans mon entourage proche, mais bon, on fait sa place et puis de toute façon, ils se tiennent tous à carreau. Je suis deuxième dan de karaté.
Alors Laurence, Maëlys disait on fait sa place, et pourtant même quand une femme arrive à faire sa place, il peut y avoir un doute sur sa légitimité. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça ? Alors, personnellement, non, mais je l'ai vu effectivement auprès de collègues plutôt plus jeunes. C'est vrai que c'est aussi culturel. Souvent, les femmes veulent un peu cocher toutes les cases, c'est ce qu'on dit souvent. Et donc, il y a aussi ce syndrome de l'imposture qui est très propre aux femmes. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut casser. Et pour ce faire, il faut des modèles, comme on l'a dit aujourd'hui, mais au-delà de ça, il faut aussi accompagner les jeunes femmes, soit par du mentorat, soit par des formations. On en a développé au CEA une formation qui s'appelle Oser, et justement qui permet de mettre en exergue quels sont les freins qui bloquent les femmes pour oser, pour demander, pour aller de l'avant. Et je pense qu'on a quand même vu là de beaux exemples de jeunes femmes qui osent. Et c'est toujours porteur de résultats. D'ailleurs, c'est ce que disait aussi Camille, l'autre portrait qu'on vient de voir. Elle parlait de ne pas avoir peur et d'oser. Donc ça, c'est vraiment le message que les jeunes filles doivent retenir. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut se lancer et quand la passion est là, parce qu'on le voit, hein, donc Elsa, bien sûr, l'a démontré tout à l'heure, mais je pense qu'on le voit aussi sur ces deux portraits. Il y a une passion, il y a une envie de bien faire, il y a un bonheur, finalement, de travailler dans ces domaines scientifiques ou même très techniques. Hein. Le chef d'installation, c'est plutôt des métiers techniques. Et donc, voilà, il y a aussi cette passion et je crois que c'est, du coup, très valorisant. Et je crois que c'est aussi ça qui est important pour les jeunes femmes, c'est d'avoir un métier qui leur plaise et qui les valorise. Alors, Elsa, vous avez osé et votre travail a été récompensé puisque, comme 35 autres femmes chercheuses en France, en octobre 2022, vous avez reçu le prix Jeunes Talents décerné par la Fondation L'Oréal en partenariat avec l'Académie des sciences et l'UNESCO. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? À nouveau, pas mal de fierté parce que je ne m'attendais pas forcément. C'est toujours pareil, mais surtout j'étais très fière que ça soit un prix qui soit relié à deux termes qui me plaisent, le côté jeune talent, donc jeune chercheuse, et le côté femme en sciences surtout. Et c'est un prix qui est dédié pour ça, donc qui nous donne un petit peu cette capacité, ce rôle d'ambassadrice, c'est-à-dire que, alors oui, voilà, c'est super, on reçoit un prix, mais on va devoir avoir un rôle quand même, c'est-à-dire que on va montrer, essayer d'être dans des médias, de diffuser, de faire comprendre que être scientifique, c'est un métier comme un autre et qu'on est toutes plus ou moins normales. On n'est pas des Marie Curie avec deux prix Nobel, etc. Et puis ce côté jeune talent, c'est pour nous convaincre de persévérer et de continuer dans la recherche. Quand on valorise notre carrière, on a envie de se battre plus et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on voit avec les carrières féminines. Il va y avoir pas mal de femmes en thèse et après de moins en moins en postdoc et puis de moins en moins au poste permanent. En tout cas, en astronomie, c'est totalement vérifié. On est aussi peu de manière générale, on est 20%. Et du coup, moi, ça m'a fait très plaisir. Pour ma carrière, j'étais très heureuse, mais surtout très plaisir que ça soit associé à Femmes en Sciences et que ça ouvre vraiment un nouveau réseau. J'ai rencontré plein de filles géniales, dont Alexandra Collin, et j'avais jamais eu une sororité pareille, en fait. Et pourtant, j'ai jamais eu j'ai toujours eu des bonnes interactions, mais là, une sororité comme ça, j'avais jamais eu. D'ailleurs, vous allez même rejoindre le réseau Pour les filles et la science, porté par la Fondation L'Oréal, en tant que marraine. Oui. Quel est l'objectif de ce réseau-là ? Alors, Pour les filles et la science, donc là, ça joue à niveau encore plus en amont. Donc là, on va s'intéresser à communiquer avec des collégiennes et des lycéennes. Donc c'est dans toutes les grandes villes de France, où il va y avoir plusieurs marraines. Donc je ne suis pas du tout la seule, hein, on est plusieurs à vouloir s'investir. En général, on est même beaucoup à vouloir s'investir, parce que c'est une des causes qui nous tiennent à cœur. Et là, on va alors avoir sous notre aile, en quelque sorte, environ 35 jeunes filles qui sont choisies dans des lycées favorisés et défavorisés. Il y a des mixtes exprès. Ça va être des groupes, voilà, et on va leur montrer notre lieu de travail, on va faire des petits projets avec elles, on va parfois les emmener à des expos, par exemple à la Cité des Sciences, au Palais de la Découverte, des choses comme ça. Et l'idée, c'est pas de prendre des filles qui sont fortes en sciences de base, c'est des filles qui sont intéressées par les sciences, peu importe leur note. Et c'est quand même 1 an, en fait. Donc elles rentrent dans ce programme et elles restent 1 an avec nous en interaction. Donc il y a vraiment ce côté marraine qui se crée. Et j'espère l'interaction aussi pour les aider pour choisir leur filière et comprendre un peu tout ce qui est possible.
Pour vous, Laurence, décerner les prix dédiés aux femmes en sciences ou de manière plus générale, reconnaître le travail des femmes en sciences avec des distinctions comme celle-ci, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une façon de gagner en légitimité? Bien sûr, je pense que c'est très important. Ça permet de valoriser justement le travail des femmes. Et ça permet aussi de valoriser les domaines dans lesquels elles travaillent et donc de donner des idées à d'autres. Donc il y a plusieurs prix. Il y a celui qu'a eu Elsa. Et il y a eu aussi des prix Femmes Energia, donc pour des femmes qui travaillent dans l'énergie. Et puis très récemment, la semaine dernière, il y a eu la remise du prix Irène Joliot-Curie par la Première ministre. Donc à une scientifique du CNRS qui travaille au CEA. Et donc d'autres femmes ont été primées, 3 autres femmes ont été primées aussi à cette occasion par différents ministres. Donc ça permet aussi de mettre en visibilité à la fois des femmes scientifiques et aussi les domaines dans lesquels elles travaillent. Alors évidemment, les stéréotypes de genre et le sexisme ne sont pas présents que dans les sciences. Alors faisons le point avec Lorraine. Lorraine, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié un rapport en 2023 sur l'état du sexisme en France et la situation est alarmante. Plutôt oui. Alors il y a 3 grandes leçons. Si on résume, le sexisme ne recule pas, les hommes le perçoivent moins que les femmes et il se développe des idées masculinistes chez les jeunes hommes. Par exemple, chez les 25-34 ans, 22% des hommes ne trouvent pas choquant qu'un homme gifle sa conjointe, contre 3% chez les hommes de plus de 65 ans. C'est hallucinant ce chiffre, on a envie de se demander s'ils ont bien compris la question. Et des chiffres choquants, ce rapport en contient des tas. Ça va du sexisme ordinaire aux situations de non-consentement, en passant par les stratégies d'évitement qui sont déployées par les femmes pour se sentir en sécurité. Et le monde du travail dans tout ça ? Il n'est pas épargné. Déjà, avant de travailler, plus d'un tiers des femmes affirment avoir déjà subi des discriminations dans leur choix d'orientation. C'est le sujet d'aujourd'hui. Certaines évitent aussi consciemment des filières majoritairement masculines par crainte de ne pas s'y sentir à l'aise. Et j'imagine que ça continue à l'embauche et même après. Tout à fait. 13% des femmes ont vécu des discriminations à l'embauche, un taux qui grimpe à 21% pour les cadres. Et une fois au travail, quasiment la moitié des femmes disent avoir eu l'impression d'être moins bien traitées en raison de leur sexe. Le rapport revient aussi sur les salaires et sur les écarts de salaire. Le fameux écart de salaire. Parmi les personnes interrogées, plus d'1 femme sur 5 l'a constaté à poste et à compétences égales. Et rebelote, les cadres y sont plus exposés, avec cette fois plus d'1 femme sur 3 qui affirme l'avoir vécu. Donc le sexisme semble avoir encore de beaux jours devant lui. J'espère juste que la pluie ne va pas trop tarder. Laurence, vous avez pris connaissance de ce rapport, je crois. Est-ce qu'il y a un chiffre ou une information en particulier qui vous a marqué ? Non, mais je crois que c'est ça. C'est en fait l'espoir qu'on pouvait mettre dans les jeunes générations qui étaient finalement plus ouvertes à la diversité, à la mixité, à la place des femmes dans la société. Finalement, les résultats sont assez décevants par rapport à cette attente. Donc voilà, le travail évidemment reste à faire dans tous les âges. Et je trouve qu'effectivement, c'est ça qui est très inquiétant parce qu'on ne va pas vraiment dans le bon sens. Ce que je voulais dire quand même, c'est que dans les entreprises, par contre, on a pris conscience, alors c'est vrai récemment, de cette difficulté des agissements sexistes. Donc il y a une forte lutte dans les entreprises contre les agissements sexistes. Alors il est vrai que c'est porté aussi par des lois, donc ça aide aussi, comme je le disais tout à l'heure pour les quotas, des lois contre les agissements sexistes et le harcèlement moral et sexuel et les agressions sexuelles. Donc il y a vraiment un encadrement aujourd'hui, donc une sensibilisation qui est faite au niveau de l'entreprise. Mais c'est vrai que, en fait, tout ça doit percoler et donc ça va prendre du temps aussi. Donc voilà, cette sensibilisation, elle doit être faite. Aujourd'hui, on met en place aussi des sanctions, beaucoup plus que dans le passé. Et je tiens à dire que, évidemment, malheureusement, on est obligé d'en arriver là, mais dans les entreprises, en particulier au CEA, on applique donc évidemment les lois, on fait de la sensibilisation. Et quand on estime que le comportement est inacceptable sur le travail, eh bien, on va à la sanction qui n'est pas forcément le licenciement, mais qui peut aller jusqu'au licenciement. Est-ce que le fait d'avoir des femmes aussi à des postes à responsabilité, ça permet d'avoir peut-être une oreille attentive aussi et de libérer la parole ? Oui.
Alors, très honnêtement, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire que je pense, sans encore une fois faire de généralité, hein, mais je pense que de façon générale, les femmes sont plus sensibles à cette écoute et sans doute parce qu'elles comprennent finalement davantage ce que peuvent ressentir des jeunes femmes en particulier face à des comportements sexistes, des comportements qui peuvent être inacceptables, qui dans le passé ont été acceptés parce que c'était la culture et c'était pas aussi bien encadré que ça l'est aujourd'hui. Et c'est pas parce que dans le passé ça a été accepté qu'il faut l'accepter aujourd'hui. Et donc je trouve que cette évolution, en tout cas de l'écoute qui est faite auprès des jeunes femmes qui se plaignent de comportements inacceptables dans le milieu du travail, eh ben c'est important. Et vous avez raison, je pense que le fait qu'il y ait des femmes à des postes à responsabilité, ça aide à libérer la parole. Vous êtes d'accord, Elsa, avec ça? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je suis dans un domaine assez particulier parce qu'on n'est que 20% de femmes. Et dans mon entourage professionnel actuel, il n'y a pas de femmes à poste à haute responsabilité, en tout cas en exoplanète. Donc, mais par contre, j'ai un chef absolument génial, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'imagine dans ces situations comme ça, oui, c'est difficile de savoir à qui parler et je me sentirais beaucoup plus à l'aise d'aller parler à d'autres cadres féminins, ou même pas forcément des cadres, mais des personnes, des permanentes, des chercheuses permanentes. D'accord. Et Laurence, au CEA, vous vous fixez quels objectifs en matière d'égalité professionnelle? Alors en fait, ça fait longtemps qu'on a des accords égalité professionnelle. Mais depuis 2019, il y a un index justement sur l'égalité professionnelle, donc qui cette fois est évidemment pour l'ensemble des entreprises. Et donc ça oblige, encore une fois, hein, je sais que voilà, c'est sans doute coercitif, mais tant qu'il n'y a pas d'encadrement, on voit bien que les choses évoluent peu. Et donc là, cet index sur l'égalité professionnelle, il permet justement de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, de favoriser le retour de congé maternité. Et donc ça, ce sont des éléments importants, puis de rendre égales les promotions et les avancements, que ce soit pour des hommes ou pour des femmes. Donc au CEA, par exemple, quand cet index est sorti pour la première fois en 2019, je crois qu'on avait 74 sur 100, ce qui n'était pas satisfaisant, hein, puisqu'il faut au moins 75, mais évidemment, il faut viser les 100%, hein, enfin les 100 points plutôt. Et donc là, on est à 94 points sur 100 en 2021, donc une vraie progression. Et donc voilà, c'est parce que finalement on voulait s'améliorer qu'on a mis des actions pour permettre justement de rétablir ces écarts salariaux entre hommes et femmes. Et donc voilà, on vise les 100 points. Alors on arrive bientôt à la fin de notre émission et il est temps de découvrir le coup de cœur de nos invités. Alors Marine, nos deux invités se sont confiés à toi sur leur coup de cœur. Qu'est-ce que tu as appris ? Alors Elsa, au moment de préparer cette émission, vous m'avez parlé d'un livre d'Hubert Reeves, L'univers expliqué à mes petits-enfants. Qu'est-ce qu'il vous évoque ? Alors moi, c'est ma plongée dans l'astronomie. C'est comme ça que j'ai lu quand j'avais 10-11 ans. Je n'étais pas une grande lectrice. Et là, par contre, celui-là, pour le coup, je l'ai bien fini. Et c'est vraiment le livre qui m'a mis dans l'astronomie. En plus, c'est vachement adapté parce que Hubert Reeves, il est très connu, je n'ai pas besoin d'expliquer vraiment qui c'est, ou si vous ne savez pas, allez regarder. Grand astrophysicien, grand vulgarisateur. Et dans ce bouquin, il discute avec une de ses petites filles, qui a 14 ans, je crois, dans le bouquin, et ils sont sur une chaise longue une nuit d'été, et il commence à parler des étoiles, et il commence à lui expliquer tout ça. Et donc c'est toujours expliqué à la Hubert Reeves, donc avec un côté très philosophique, avec vraiment cette histoire... Ne nous sommes que des poussières d'étoiles. Poussières d'étoiles, c'est également lui. Et par exemple, il y a plein de citations que j'aime beaucoup. Il y en a une qui dit, par exemple, quand on parle de l'univers, la science nous parle de nous-mêmes, elle nous parle de notre histoire à nous, parce qu'on n'est que des poussières d'étoiles. Et il explique ça à sa petite fille, de manière tout à fait compréhensible. Et vraiment, quand je l'ai lu, je ne connaissais rien à l'astronomie, parce qu'on n'apprend pas quoi que ce soit en astronomie avant le master. Et donc c'est accessible à tout le monde et je le conseille aux petits comme aux grands. C'est une bonne initiative. Je crois savoir que votre goût des sciences est venu aussi de votre entourage. Vous avez la chance d'avoir une grande tante qui a travaillé au CEA, c'est ça ? Oui, ma grande tante, du coup, que je salue, elle s'appelle Renée Lucas, qui était chercheuse en physique nucléaire dans les années 60 et qui a pris sa retraite il y a une quinzaine d'années.
Et oui, c'est avec elle que je partage vraiment cet attrait des sciences et que je vois très régulièrement, qui me soutient, qui me suit. Et ce qui est très rigolo, c'est que je travaille actuellement dans le même couloir que là où René travaillait il y a plusieurs années. On parlait de figure un peu plus tôt avec Claudie Aigneret. Est-ce que ça a été une figure pour vous? Oui, totalement. Totalement. Et surtout, c'est super d'avoir quelqu'un pour échanger à ce propos-là. Et puis, elle a tellement d'anecdotes incroyables. Alors là, si on peut parler de sexisme en sciences, elle en a plein. Pour ça, c'est forcément générationnel, etc. Mais elle a fait une super carrière, elle adore le CEA, elle reste dans les enceintes du CEA, elle reste très impliquée. Et je sais qu'elle regarde beaucoup cette chaîne, alors que pourtant la chaîne est jeune, mais elle savait déjà, avant même que je lui en parle, ce que c'était, parce que c'est quelqu'un qui est très dans l'actualité et qui suit beaucoup. Eh ben, on la salue. Voilà. Laurence, votre coup de cœur, c'est une femme scientifique, Hedy Lamarr. Pourquoi cette femme en particulier ? Alors en fait, pour moi, c'est vraiment l'illustration des stéréotypes, puisque en fait, Hedy Lamarr, c'est surtout une actrice, elle est surtout connue pour avoir été une actrice plutôt scandaleuse d'ailleurs, voire capricieuse. Néanmoins, et elle n'a été reconnue que très tardivement pour la découverte scientifique qu'elle a faite à 27 ans, alors qu'elle n'avait pas de formation scientifique. Donc sa découverte, ça concerne le codage des transmissions, un système de codage des transmissions qui a donné lieu maintenant au Wi-Fi qu'on connaît aujourd'hui, enfin qui est l'ancêtre du Wi-Fi aujourd'hui. Et donc finalement, le jour où sa découverte a été reconnue, donc 50 ans plus tard, puisqu'elle a découvert ça en 41 ou 42, et puis en 97, elle a reçu justement des honneurs. Donc voilà, plus de 50 ans après. En fait, la presse a titré, alors je ne me souviens plus du titre exact, mais c'était « Elle n'est pas que futile, elle est aussi intelligente ». Et donc, quelque part, voilà, c'est en cela que je trouve que c'est assez symptomatique, finalement, des stéréotypes qu'on peut avoir vis-à-vis des femmes. Et donc, voilà. Et en plus, j'ai toujours une affection particulière pour les visionnaires, qu'ils soient hommes ou femmes, parce qu'ils sont souvent pas reconnus et voire méprisés. Et c'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'une femme. Je trouve que voilà, c'est une bonne illustration. C'est aussi une façon de lui rendre honneur. Et bien voilà, il est temps de clôturer cette émission et de se dire au revoir. Merci Laurence Piketty d'être venue sur le plateau de Science en question. Merci beaucoup. Merci Elsa d'être venue nous partager votre plaisir et votre passion de l'astrophysique. Merci à vous d'avoir regardé cette émission de Science en question. On vous dit à très vite. Ciao les sorciers.